Il m'a tapoté les fesses en me disant je n'ai pas pu résister, elles sont trop belles. Le gynéco n'a pas voulu retirer mon implant et m'a dit que je reviendrais me faire avorter si je n'en mettais pas un nouveau. À 14 ans, un médecin urgentiste m'a inséré 2 doigts sans mon consentement et je ne connaissais pas cet endroit-là de mon corps. Elle se lève dans l'ombre, comme la chambre est sombre ce matin. Dans l'immeuble, il est tôt, elle met son manteau. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait un malaise lors d'un stage à cause de mes règles. Et en fait, c'était des torsions des ovaires. Et j'ai été emmenée en clinique privée au service des urgences. Et puis, il y a un médecin qui arrive, une femme, qui me demande si je suis enceinte. Je lui réponds que je ne suis pas enceinte. Parce que j'étais vierge à ce moment-là. Et elle me dit je veux savoir la vérité, il faut vraiment que vous me dites, à mon avis, vous êtes enceinte. Je dis non, je ne suis pas enceinte, je suis encore vierge. Et elle ne me croit pas, et elle me dit ok, très bien. Et là, elle commence à m'écarter les jambes sans me prévenir, sans rien me dire. Je ne sais pas si le prétexte c'était que j'étais dans les vapes, mais j'étais quand même consciente. Et là, elle insère 2 doigts. Et là, elle a déjà inséré les doigts, elle m'explique qu'en fait, elle est en train de me faire un examen. Sauf que moi, j'avais jamais eu ce genre de contact-là. C'était la première fois de ma vie, ça a été choquant. J'étais très choquée, étonnée. J'ai trouvé ça douloureux, en plus, sur le moment. Et j'ai demandé à ma mère, en fait, je lui ai demandé si ça se faisait. Elle m'a dit oui, que c'était normal. Et donc voilà, pour moi, tout était normal. Et puis après, voilà, j'ai compris plus tard, en vieillissant, quand j'ai rencontré des gynécologues, des amis, que j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai compris qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était pas normal. Et qu'on avait manqué de respect à mon intimité, en fait. Le fait d'obtenir le consentement, c'est dans le code de déontologie. C'est explicitement dit. C'est pas optionnel. C'est pas un truc qui peut être fait juste parce que le médecin a envie. C'est une obligation. Stricto sensu, aucun médecin n'a le droit de poser la main sur vous sans votre autorisation. De poser la main sur vous. C'est-à-dire qu'il doit même demander la permission quand il vous prend l'attention. J'ai pris rendez-vous chez un gynécologue que je connaissais pas. Parce que ma gynéco n'exerçait plus. Et donc le rendez-vous, c'était pour faire retirer mon implant. Du coup, à la place de mon implant, il m'a demandé ce que je voulais mettre. Et donc je lui ai dit que rien, que je voulais faire une pause. Donc là, il me dit que c'est pas normal, entre guillemets, que généralement, quand on enlève un implant, on en remet un directement après. Et donc je lui ai dit que oui, très bien, je l'entendais, mais que non, j'avais pas envie, tout simplement. Et après, il a commencé à me dire des choses un peu bizarres, du style que voilà, il savait que c'était vraiment très à la mode en ce moment d'être au naturel, d'être végane, de manger bio. Et après, il m'a même dit que j'allais certainement revenir le voir d'ici quelques mois pour me faire avorter. Du coup, il a refusé de retirer mon implant. Parce qu'il n'avait pas envie, en fait, tout simplement, je pense. Alors, en plus, il y a une vision qui est une vision paternaliste de la médecine qui consiste à dire c'est le médecin qui sait. Or, dans tous les domaines, c'est pas seulement le médecin qui sait, le patient est l'expert de son propre corps, l'experte de son propre corps. Donc, une femme qui vient demander une contraception, le principe numéro 1, c'est la meilleure contraception, c'est celle que la femme choisit. Pour qu'elle puisse choisir, il faut lui donner toutes les options. Et il faut les lui donner de façon aussi neutre que possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas son avis, ça ne veut pas dire qu'on n'attire pas l'attention de la personne sur tel ou tel problème qu'elle pourrait rencontrer avec telle ou telle contraception. Mais ça veut dire qu'in fine, si une femme choisit une méthode qui ne serait pas celle que le médecin aurait choisie, ben on se plie au choix de la femme. À 18 ans, je voulais prendre une contraception. J'ai posé des questions sur un stérilet, donc quelque chose qui était... je ne voulais pas des choses hormonales, et puis elle insistait vachement pour que je prenne la pilule, parce qu'elle voulait la facilité, elle ne voulait pas m'écouter, elle ne voulait pas voir mon point de vue, elle voulait vraiment m'expédier, elle en devenait très désagréable. Et les seuls arguments qu'elle m'a donnés, c'était que j'étais trop douillette,
que j'avais l'air trop jeune. Au final, vu que j'ai pas mal insisté, j'ai quand même eu l'ordonnance pour le stérilet. Donc finalement, elle m'a donné ce que je voulais, mais je ne considère pas qu'on est censé se battre pour avoir à obtenir sa contraception. On doit juste être aiguillé, savoir ce qui est possible ou pas. Au moment où on a dû passer à l'auscultation, elle ne m'a pas prévenue et elle m'a vraiment auscultée de manière assez violente. Et ça m'a vachement surprise. Et elle n'a absolument pas justifié. Elle est venue, elle a fait son truc violent et elle est repartie comme... C'était vraiment pas très sain. J'étais assez interloquée. Et donc sur le coup, je me suis assez crispée. Et elle m'a dit, vous voyez... si vous n'êtes pas capable de supporter ça, comment vous êtes capable de supporter la pose d'un stérilet? Je me suis sentie mal à l'aise toute la journée et j'en ai pas parlé autour de moi. Je sais pas vraiment si je considère ça comme ce que j'ai vécu comme une agression sexuelle ou un viol, mais en tout cas, ça a été trop loin par rapport à mes limites que j'ai entre les gens. Il y a une espèce de distance sociale où on laisse les médecins pénétrer parce que c'est pour notre bien, on se fait des raisons, mais pas dans ce cadre-là, pas aussi méchamment, pas aussi, de manière aussi malveillante. Et quelques temps après, j'étais pas très bien avec mon corps vis-à-vis de ça, donc c'est un petit viol déguisé. C'est ça. Du coup, après ça, il m'a dit qu'il allait m'ausculter. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas trop, je devais rien demander. Du coup, je me suis retrouvée nue, complètement nue, sur sa table. Et voilà, à devoir écarter les cuisses, clairement. Et pour qu'il m'ausculte, il m'a même fait une palpation des seins, là. Alors que je n'avais rien demandé. Du coup, à ce moment-là, j'ai pas envie de me dénuder devant lui, parce que déjà, depuis le début, il m'avait pas du tout mis à l'aise. Et parce que je ressentais vraiment pas le besoin. Enfin, du coup, je suis ressortie avec mon implant. Et je me sentais clairement humiliée. Je suis retournée à ma voiture. J'étais complètement tétanisée. Et une fois dans ma voiture, je me suis mise à pleurer, en fait. Parce que je trouvais ça injuste et que je voulais retirer mon implant et qu'il l'a pas fait. L'examen gynécologique, ça fait partie de tous ces examens qui ont été ritualisés et imposés par les médecins sous prétexte de prévention. Aucun examen n'est jamais obligatoire pour aucune consultation. Une femme peut très bien ne pas être examinée et les médecins n'ont pas à leur imposer d'être examinés. Si vous voulez absolument examiner les femmes sous prétexte que vous avez peur de laisser passer quelque chose et que vous le leur imposez à toutes, ça peut partir de la meilleure volonté du monde, c'est quand même maltraitant. Dans le cabinet d'examen, je me suis dévêtue. Il me semble que c'était juste la partie inférieure du corps. Et je me suis retrouvée dans une situation qui n'est pas très agréable, mais bon, je n'avais pas trop le choix non plus. Donc, à moitié nue, à quatre pattes, sur une table d'examen, face à un mur, sachant que le médecin était, lui, derrière moi, prêt à faire ses prélèvements. Et une fois que les prélèvements étaient terminés, il me dit bon, ben, je crois que j'ai tout. Et à ce moment-là, il m'a tapoté les fesses avec sa main en me disant je n'ai pas pu résister, elles sont trop belles. Et là, j'étais littéralement sidérée et sans voix parce que j'étais tellement à la fois surprise et choquée par son geste, mais j'étais décontenancée et c'est vrai que j'étais dans une situation, une position complètement vulnérable. Et je me suis dit, mais ils pouvaient tous se permettre de la même manière, quoi. Mais malgré moi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire, en général, dans la vie, et j'ai pas ma langue dans ma poche, mais j'étais tellement choquée, tellement offusquée, que je n'ai rien dit, en fait.
La raison pour laquelle beaucoup de femmes ne se défendent pas face à un médecin, mais les hommes c'est la même chose, hein, c'est général, c'est que dans une société qui est la société française, nous avons tous intégré quelque chose qui est l'argument d'autorité. C'est-à-dire que la personne qui est plus diplômée que nous, qui a une fonction importante, qui a une fonction à la fois d'autorité et de confiance, dans notre esprit, nous avons intégré la notion qu'on se plie à ce qu'elle nous demande. Le problème, c'est que comme tout le monde a intégré cette façon de voir les choses, d'une part, les médecins ne se réfrènent pas quand il s'agit de le faire, et que d'autre part, ils trouvent très anormal qu'une femme leur dise « mais non ». Des femmes qui essayent de tomber enceinte pendant des années, moi ça s'est fait en 3 semaines. Et donc en 3 semaines, il y a eu tous les changements qui vont avec. Peut-être un peu plus rapide que la moyenne, je m'en suis rendu compte, j'étais même pas en retard de mes règles, donc il n'y avait pas... Juste je me suis rendu compte qu'il y avait un changement, que mon corps réagissait pas comme d'habitude. Et du coup, je suis allée acheter un test de grossesse en pharmacie et là, j'ai pris une énorme claque dans la gueule. Et je suis allée voir le médecin traitant de ma famille, en panique complète et absolue. Et là, j'ai été reçue par un monsieur qui finalement... je pense qu'il voyait encore la petite fille et qu'il n'avait pas envie d'avoir affaire à la femme qui lui demandait quoi faire, quoi. Et que là, en gros, il m'a dit... avec un air plus paniqué que moi, que c'était pas la peine de paniquer, qu'on allait faire une prise de sang, qu'après tout, fallait déjà confirmer. Je suis donc allée faire ma prise de sang, qui a confirmé que mes sensations venaient pas de nulle part et que j'étais bien enceinte. Pour pouvoir enlever un enfant, fallait le voir, donc il fallait une échographie. Donc on m'a donné rendez-vous et je me suis repointée à l'hôpital quelques jours plus tard pour faire l'échographie. Et là, ça a été un moment magique parce que t'arrives dans une pièce sombre, on ne peut plus glauque. Et là, t'es pas à l'aise parce que tu sais même pas qui va rentrer, donc t'enlèves ta culotte, tu t'assois et tu serres les jambes. Et là, t'as un mec de 30 balais qui rentre dans la pièce. Mettez les pieds dans les étriers. Déjà, rien que ça, rien que ce moment-là, c'est violent. Je suis pas chez le dentiste, je vous la bouche tous les jours devant tout le monde. Je montre pas mon vagin tous les jours à tout le monde. Je pense qu'il y a surtout des situations qui sont maltraitantes. Il y a aussi des soignants qui sont maltraitants et qui ont pas forcément conscience de ça, qui sont dans une posture d'autorité, de pouvoir, et qui réfléchissent pas forcément que tel ou tel mot, tel ou tel geste peuvent être très compliqués à vivre, que les situations vécues comme maltraitantes par les femmes, il y a très peu souvent de dialogue, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, pas expliquées. Et voilà, ça peut représenter des choses assez insupportables. Sachant que pour la petite histoire, je vais quand même le rajouter parce que ça compte. J'ai été violée quand j'avais 13 ans. J'ai été violée pendant 2 mois. Donc, montrer mon intimité à quelqu'un que je connais pas, dans un endroit que je connais pas au niveau sécurité, je suis déjà en dessous du 0 de base, quoi. J'y suis pas du tout. Et j'avais la magnifique image de ces films, qui est facile, avec quelqu'un qui balance du gel sur ton ventre et qui fait ça sur ton ventre et on voit un truc à l'écran, sauf que c'est pas ça qui se passe. T'as un mec que tu connais pas qui se retourne avec un objet phallique en métal et là je suis mais c'est quoi? Ah ben à ce stade-là de la grossesse, on va pas voir en passant par le ventre, hein. Du coup c'est en intravaginal. Et il utilise le mot intravaginal sur une nénette de 20 ans qui a même pas réfléchi à la question, j'ai pas compris ce qui se passait. Et le mec, il a enfoncé le truc tout froid, plein de gel, pendant que je chialais, en faisant tout pour ne pas me voir, je pense, en fait, parce qu'il voulait pas voir. Et en plus, il faut gérer la sensation physique. C'est pas un endroit où on laisse n'importe qui aller. C'est pas anodin de sentir quelqu'un bouger en soi sans qu'on soit senti le choix de dire je sais pas, laisse-moi le mettre moi-même au moins, une fois qu'il y sera, on verra, mais là, tu vas pas me faire ça, quoi. On se connaît pas, je sais pas qui t'es, c'est peut-être un organe que tu vois tous les jours, mais moi, un vagin, j'en ai qu'un, en fait, c'est le mien. C'est le mien et on l'a déjà assez maltraité comme ça, j'aimerais bien que tu me prennes en compte 2 secondes. À l'autre bout de la table, il y a un être humain, là, et c'est compliqué. Et le pire, c'est que on le voyait pas, il était trop petit et il a fallu recommencer. Donc la fois d'après, je savais. Donc je me souviens même pas de ce qui s'est passé. De plus en plus, on accepte de dire que on a été victime de violences dans sa vie.
Et on accepte de voir que dans nos entourages, il y a beaucoup de femmes qui ont subi des violences. Et évidemment qu'un frottis brusque, un toucher vaginal brusque n'aura pas les mêmes conséquences si on a vécu de l'inceste, si on a vécu un attouchement sexuel dans l'enfance, si on a vécu de la violence conjugale. Et donc, évidemment que pour ces femmes-là, il y a encore plus de conséquences sur leur santé. Il y aura plus de rupture des soins à la suite de ça. Ça laisse des traces indélébiles. Et donc, tout ce qui a été bienveillance, les femmes, elles en parlent encore avec le sourire 20 ans après. Et tout ce qui a été maltraitant, elles en parlent encore avec de la honte, du dégoût, une baisse de l'estime de soi. J'avais 20 ans, je suis tombée enceinte de Hugo, mon premier enfant. Grossesse plus ou moins normale, aucune complication. On m'a demandé de venir à 2 jours du terme, 2 jours après le terme, pour être déclenchée, avec le nouveau système qui venait de sortir depuis très peu, qui s'appelait le Propès. C'était un tampon qu'on insérait dans le vagin jusqu'au niveau du col de l'utérus et qui déclenchait des contractions et donc qui devait dilater le col et déclencher l'accouchement. Les contractions commençaient très vite, donc tout paraissait normal, tout allait bien. Sauf que la journée passant, toujours pas d'ouverture au niveau du col. Donc le soir arrive, je suis toujours à jeun. J'ai mal, je suis épuisée et surtout, toujours pas le droit d'avoir des explications, de voir un médecin ou de savoir ce qui va se passer en fait par la suite. Les médecins ont considéré qu'ils allaient remplacer eux-mêmes toutes les fonctions physiologiques de la femme pour faire naître par eux-mêmes l'enfant, en utilisant des instruments, en utilisant des outils, typiquement le forceps qui était un peu l'archétype, l'objet emblématique des obstétriciens. Et puis par la suite, aujourd'hui, c'est plutôt l'ocytocine de synthèse, tous ces actes qu'on fait pour accélérer les contractions. Et donc, on a des normes de type ouverture du col de l'utérus à une vitesse de 1 cm par heure, ce qui est très rapide par rapport à la réalité, donc en tout cas pour les femmes qui accouchent pour la première fois. Et donc, si leur col de l'utérus ne se dilate pas de façon suffisamment rapide, on met des injections d'ocytocine qui peuvent provoquer des hémorragies de la délivrance, qui peuvent provoquer de la souffrance fœtale du petit qui est comme ça dans un utérus surstimulé. Et donc qui appellent de nouveaux actes médicaux. Donc on complique l'accouchement par toute une série d'actes, et puis des actes qui répondent à ces complications, et ainsi de suite. Un accouchement qui démarrait très bien peut finir en césarienne, en forceps, ou vraiment dans la panique, parce qu'il y a eu tous ces actes médicaux qui ont été posés. Vers les coups de 18h, j'ai appelé de moi-même l'infirmière, parce que sur le monitoring, on se rendait compte que le cœur de Hugo chutait de façon vraiment violente, en fait, où on se disait qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il va faire un AVC? Ou on ne savait pas quoi. L'infirmière est venue, elle m'a expliqué que Hugo dormait. Donc j'ai trouvé ça bizarre, avec des contractions toutes les 2 minutes qui dorment, et que son rythme cardiaque passe de 140 à 60, en fait, de façon incontrôlée, et pas forcément liée avec les contractions. Et c'est à 19h que le médecin, enfin, est venu. Donc ça faisait déjà plus de 35 heures que j'étais en travail, et qu'il a dit « Mesdames, ça s'appelle une souffrance fœtale, on ouvre ». Et sans me parler à moi, en fait. Donc je lui demande « Ça veut dire quoi ?» Elle me regarde et me dit « Là, on va vous faire une césarienne ». Ils ont ouvert, donc j'ai tout de suite crié parce que j'avais mal, en fait. Je sentais tout. Là, le médecin m'a dit « Madame, vous abusez, vous avez la péridurale, vous ne pouvez rien sentir ». J'ai dit « Sauf que j'invente pas, en fait. Là, j'ai vraiment mal. Je peux vous dire ce que vous êtes en train de toucher comme organe, j'ai très mal. » Donc ma douleur, à aucun moment, elle a été prise en considération, en compte. Il m'ignorait complètement, personne ne me répondait. Tout simplement, il y avait une aide-soignante qui était à côté qui me disait « Dans quelques minutes, vous allez voir votre bébé ». Donc je m'accrochais à ça. Vu que les conditions de travail aujourd'hui sont plus dégradées, que les professionnels sont vraiment pressés comme des citrons, ont de moins en moins de temps, ça ne favorise pas la patience, l'empathie, la bienveillance. Et donc ça peut aggraver un climat qui n'était pas forcément déjà toujours favorable aux femmes. Finalement, c'est les circonstances de l'acte qui comptent. C'est pas avoir une césarienne en code rouge en urgence, c'est pas forcément une violence obstétricale. C'est pas la césarienne en urgence, c'est pas une violence obstétricale. Ce qui est intéressant, c'est comment se passe cette césarienne en urgence et à quoi elle est due, cette césarienne.
Est-ce que c'est un déclenchement abusif? Est-ce que les soignants ont considéré la femme, etc. Pendant un bref instant, elle pense à ses enfants. J'ai subi des violences lors de mon deuxième accouchement pour Loris en 2015. J'ai eu une grossesse tout à fait normale. Et puis un jour, les contractions se sont approchées et on a dû partir à la maternité pour le grand jour, quoi. Et ensuite, là, tout s'enchaîne un peu, on m'installe, la péri fonctionne à moitié parce que j'avais qu'un côté qui s'endormait. Je suis arrivée à dilatation au bout de 12 heures. Et là, la sage-femme arrive et me dit « Bon, ben, ça va être le moment, il va falloir pousser ». Elle me dit « Par contre, il y a le gynécologue de garde qui va arriver parce que votre gynécologue qui vous a suivi pendant toute la grossesse n'est pas disponible aujourd'hui. » Ok, donc elle prévient le gynécologue de garde. Il arrive, il ne se présente pas. Donc je ne l'ai jamais vu, ce monsieur, je ne le connais pas. Pas de bonjour, pas de présentation. Il s'en prend à la sage-femme en disant que l'étrier de gauche est mal positionné. Il m'attrape la jambe, refixe l'étrier avec déjà une certaine agressivité. Bon. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me dit de pousser une première fois, ce que je fais. Il regarde la sage-femme en disant « Mais elle pousse comment ?» Donc déjà, il commence à s'adresser à moi, à la troisième personne. Enfin, il s'adresse à la sage-femme en parlant de moi à la troisième personne. Bon, elle me dit recommencer, il y a une autre contraction, je recommence. Et puis là, il s'énerve tout d'un coup, il se retourne, j'entends des instruments. Il dit oui, de toute façon, elle a une cicatrice sur l'utérus, ça va pas me prendre la tête celle-là. Et il prend les instruments et il me les met à l'intérieur, sans m'avertir, sans me demander mon consentement. Et là, avec une violence assez puissante, il y va dans tous les sens. Il y va tellement fortement qu'il m'a déchiré de l'intérieur avec les spatules. J'ai dû avoir 6 points à la suite à l'intérieur, plus 5 à l'extérieur, dont un au niveau de l'urètre. Donc ça a été assez dur. Donc pendant qu'il faisait ça, il m'a demandé de repousser en s'adressant à la sage-femme. Il dit bon, maintenant vous lui dites de pousser, et elle bloque et elle pousse. Donc la sage-femme me retransmet comme si j'étais, je sais pas, spectatrice. C'était pas moi l'actrice en fait, c'était moi, j'étais spectateur et je devais voir ce qui se passait, quoi. Donc je pousse, et au bout de 2 minutes, le petit a fini par sortir. Et quand je pense que mon calvaire est terminé, le gynécologue arrive, prend fil et aiguille sans anesthésie et commence à me recoudre les petites éraillures que j'avais à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que ça a été la pire des douleurs. On ne peut pas imaginer se faire violenter devant son mari le jour de son accouchement où on est censé mettre au monde son enfant par les voies naturelles, quoi. Et je l'ai supplié, je lui ai demandé d'arrêter parce qu'il me faisait mal et il n'a pas voulu entendre. Il me maintenait la jambe pour pas que je m'enlève de la table pour continuer à faire son travail. Il était dans son truc. Je pense qu'il n'a même pas dû lever la tête une seule fois. Et là, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit « Je t'en supplie, fais quelque chose, je vais mourir, j'ai trop mal, je ne supporte plus la douleur. » Et mon mari m'a caressé la tête en me disant « Ça va aller, il faut que tu sois forte. » Parce que même lui était abasourdi de ce qui se passait, il ne comprenait pas comment je pouvais arriver à crier à ce point et à demander à l'aide alors que c'est pas mon tempérament, quoi. Et là, le gynécologue est parti sans dire au revoir, merci, rien, et voilà. Et là, la sage-femme, je lui dis, j'ai raté mon accouchement, c'est pas possible. Enfin, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, on n'est pas censé souffrir autant. Et elle me dit non, c'est pas vous inquiétez pas, ne vous en voulez pas, c'est lui. Il n'a pas été des plus doux et il était assez pressé. Donc il a fait au plus vite et ce qu'il pensait être au mieux. En fait, le problème des violences en gynécologie et en obstétrique, c'est qu'il n'y a pas d'enquête fiable. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'enquête fiable. On ne l'a pas, cette enquête. Ce qu'on a, c'est des enquêtes en périnatalité. Alors, par exemple, pour parler de l'obstétrique, on a des enquêtes très bien, sur le plan national, qui vont évaluer le nombre de césariennes, le nombre d'épisiotomies, le nombre de déclenchements, etc. Donc, vous avez une photographie statistique de ces actes, mais on ne sait jamais dans quelles conditions ces actes sont pratiqués, ni si ces actes ont été utiles ou pas. Si ce qui a fait pas mal de bruit, c'est quand la ministre de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, s'est saisie du sujet pour en parler. Et donc, on en a d'autant plus parlé qu'elle a donné des chiffres erronés. Donc, finalement, ça a été aussi quand même une façon que le terme
deviennent, comment dire, acquièrent un statut presque officiel. C'est-à-dire que pour la première fois, un politique prononçait ces mots-là, prononçait le concept. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que comme tous les phénomènes de violence, les statistiques sont souvent sous-estimées. Les gens ne parlent pas, les femmes en l'occurrence ne parlent pas, parce qu'elles ont honte et parce qu'elles culpabilisent. Ce sont des violences qui touchent la sexualité des femmes, donc elles sont muselées par honte et culpabilité. Et puis il y a aussi un phénomène très simple, c'est que beaucoup de femmes ne savent pas que ce qu'on leur a fait n'est pas normal. La campagne défile, elle s'éloigne de la ville, elle est bien. Elle roule vers nulle part, elle n'a plus de mémoire, elle est perdue dans un songe, un grand vide de la ronge, elle s'en va.